L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue sur Africable Télévision, voici les titres de ce journal. Révision du fichier électoral en Guinée à plus de 40 jours de législatives, la Commission électorale nationale indépendante vient de clôturer le recensement des nouveaux électeurs et entame les autres étapes du processus. Au Zimbabwe, c'est Morgan Tsvangirai qui vient de dévoiler son programme électoral. Le Premier ministre se présente à la présidentielle contre le président sortant Robert Mugabe, dit-il, pour relancer l'économie du pays. Et nous verrons également dans ce journal cette décision de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas du goût de Paris. L'ONU appelle à la décolonisation de la Polynésie française. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, je vous l'annonçais, c'est Morgan Tsvangirai qui présentait son programme électoral. Le Premier ministre se présente donc à l'élection présidentielle contre Robert Mugabe pour relancer la croissance du pays. Tsvangirai veut faire revenir les investisseurs et engager des réformes dans plusieurs secteurs de la vie économique, un programme totalement à l'opposé de la politique du président sortant Robert Mugabe. Autre titre de l'actualité de ce samedi, la Guinée avec la fin de la révision du fichier électoral. Après être déployée sur l'ensemble du territoire guinéen, la Commission électorale nationale indépendante vient de clôturer le recensement des nouveaux électeurs. La structure entame donc les autres étapes du processus, à savoir le découpage des lieux du vote et la confection des cartes électeurs avant la tenue d'élections législatives prévues pour le 30 juin prochain. Des précisions avec notre envoyé spécial à Conakry, Mamadou Ndiaye. Plusieurs fois reportée, la date des élections législatives ici en République de Guinée est maintenant connue et définitive. L'assurance est donnée par la Commission électorale nationale indépendante, cela suite au décret présidentiel convoquant le corps électoral le 30 juin 2013. Quand nous avons proposé le 12 mai comme première date, première échéance, nous l'avons proposé parce que ça rentre dans les attributions de la CENI. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'événements qui nous ont amenés à perdre 3 semaines sur le délai du 12 mai. Et pour éviter donc de rentrer dans d'autres pratiques qui peuvent interrompre le processus, on a ajouté à ces 3 semaines 3 autres semaines. Et le président, en toute souveraineté, a décidé que c'était le 30 juin. La dite commission, sujette à de nombreuses polémiques de part et d'autre, affirme la fiabilité du fichier et interpelle les partis politiques à mobiliser et à former leurs militants au système de vote du reste complexe. On va avoir une votation sur le principe de 2 urnes. Une urne pour l'uninominal, dont les résultats sont proclamés au chef-lieu de circonscription, et une urne pour la liste à la proportionnelle. D'accord. Il faut déjà apprendre les gens à voter sur ça. D'accord. Ensuite, il faut se dire qu'une victoire électorale est fonction de la capacité de mobilisation. Là, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de tricherie. Si vous ne pouvez pas mobiliser, vous ne pourrez jamais gagner une élection. Pour ce qui concerne les recensements à la révision du fichier, ils viennent d'être effectifs sur l'ensemble du territoire national, selon la Commission. Après des comptes des nouveaux électeurs inscrits, la CENI entend passer à l'étape du découpage des bureaux de vote et rendre disponibles les cartes d'électeurs avant la date butoir du 30 juin 2013. Présidentielle malienne du 28 juillet prochain, le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre vendredi à une plateforme réunissant plusieurs associations de jeunes, de femmes ainsi que des partis politiques. L'Alliance a exhorté Mme Aïdara Aïchata Sissé à lancer sa candidature à la magistrature suprême. Les temps forts de cette cérémonie avec Djibril Maïga et Moussa Bari. Château, osons le changement. Un slogan qui donne à cette alliance toute sa quintessence. Dans un centre international des conférences de Bamako, archi-comble. Cette plateforme survient suite à des appels de la jeunesse et des femmes maliennes, mais surtout
à l'engagement de l'ensemble de ces deux couches qui ont décidé en symbiose de plébisciter Mme Haïdara Aïssata Cissé à lancer sa candidature à la présidentielle malienne prévue le 28 juillet prochain. Moi, je suis candidate aux élections présidentielles de 2013, du 28 juillet 2013 précisément. Il y a eu l'appel de 87 associations de jeunes il y a cela 2 semaines qui ont appelé à ma candidature. Et il y a eu après ça aussi l'appel des femmes. Et aujourd'hui, c'est l'appel des jeunes et des femmes. Moi, je pense que ces jeunes et ces femmes ont porté leur espoir en moi et je n'ai pas le droit de les décevoir. Donc, je ne serai pas un porte-drapeau, effectivement, mais ce drapeau, je le porterai avec tous les Maliens qui croient en la sécurité du Mali, qui croient au développement du Mali, qui croient vraiment à l'épanouissement des Maliens. Plusieurs intervenants, représentants de partis politiques, d'ONG ou d'associations, amis, collègues et sympathisants ont délivré des témoignages émouvants. Un film d'une dizaine de minutes retraçant un pan de son histoire a été projeté. Château a foi en un Mali de paix et prône un seul mot d'ordre. Nous sommes prêts à jouer les premiers rôles et nous en avons les moyens. Je prône le changement qui ne peut être porté par une seule personne. Ce combat de 2013, au-delà de notre combat, est un combat à tous. Plus de 5000 associations, une dizaine de partis politiques, à travers une convergence de vues, entendent faire de cette candidature un étendard aux préoccupations des populations maliennes. Encore un mot de politique, toujours au Mali. La Ligue islamique des chefs spirituels du soufisme a organisé une journée de réflexion. C'était ce samedi autour de l'unité des musulmans du Mali pour trouver une solution à la situation socio-politique qui traverse le pays. La Ligue entend ainsi apporter sa contribution pour la sortie de crise dans le pays. Des opérations au sol appuyées par des frappes aériennes depuis jeudi, l'armée nigériane s'est engagée dans une vaste offensive pour tenter de déloger la secte islamiste Boko Haram. L'état-major de l'armée affirme avoir visé chacun des bastions et pour empêcher les islamistes de fuir vers le Cameroun, les soldats ont été déployés à la frontière de 2 pays. Encore une guerre sans images. Pour savoir ce qui se passe dans le nord-est du Nigeria, il faut d'abord écouter les communiqués officiels diffusés dans le journal télévisé. Les soldats des forces spéciales ont réussi à détruire des camps de terroristes situés dans le nord et le centre de l'état de Borno. Mais les informations restent imprécises. Le porte-parole de l'armée a expliqué que plusieurs milliers de soldats sont mobilisés et que des frappes aériennes ont eu lieu. L'offensive fédérale est donc lancée contre les militants du groupe islamiste Boko Haram. Elle concerne 3 États, Borno, Yobe et Adamawa, qui étaient pour de larges parties contrôlés par ces rebelles qui disent se battre pour instaurer un État islamique dans le nord du Nigeria. Mardi, le président Goodluck Jonathan avait donné le feu vert, instaurant l'état d'urgence dans cette zone, expliquant que des mesures extraordinaires étaient nécessaires. Les informations qui nous parviennent du Nord, c'est que les gens ne veulent pas de l'état d'urgence, car cela les empêche de sortir, de s'occuper de leurs affaires, etc. Mais si cela permet d'obtenir la paix, en fait, la population redoute surtout d'être prise en tenaille. Boko Haram a multiplié les attaques ces derniers mois, mais les contre-offensives de l'armée nigériane sont tout aussi meurtrières. En 2009, l'attaque pour reprendre le contrôle de Maïdougouri, la capitale de Borno, avait fait au moins 800 morts. Autre gros titre que nous allons développer dans ce journal, c'est la décision de l'ONU qui appelle à la décolonisation de la Polynésie française. Mais avant, voyons ce qui fait le reste de l'actualité sur le continent africain. Au menu, le Tchad, le Bénin, le Sénégal et le Sahara occidental. Aminata Mariko. Au Tchad, après l'émission des mandats d'arrêt international contre le général Mahamat Nouri et suite à la réaction de ce proche de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour s'insurger contre ce mandat qui le vise, le ministre de la Communication Hassan Sila Bagari s'exprime à son tour pour justifier la démarche du gouvernement tchadien. Il indique qu'il n'y a pas de chasse à l'homme, contrairement à ce que dit le député Saleh Kebzabo, également convoqué par la justice alors qu'il se trouve en Afrique du Sud.
Rebondissement dans l'affaire Patrice Talon au Bénin, le juge d'instruction a prononcé vendredi un non-lieu pour l'homme d'affaires réfugié en France et ses présumés complices emprisonnés au Bénin. Ils sont accusés de tentatives d'assassinat et association de malfaiteurs pour avoir tenté d'empoisonner Thomas Boniaï en octobre dernier. Le juge d'instruction aurait estimé que comme il n'y a pas eu de passage à l'acte, il n'y a donc pas d'infraction constatée de tentative d'assassinat. Les enquêtes au Sénégal concernant les anciens dignitaires du régime d'Abdoulaye Wade se poursuivent. L'ancien ministre sénégalais de l'énergie Samuel Sarr a été entendu par les enquêteurs de la division des investigations criminelles jeudi. Il est soupçonné d'être inculpé dans une affaire de surfacturation lors de la livraison d'une cargaison de pétrole. Ancien ministre d'État membre du comité directeur du PDS, Samuel Sarr promet une conférence de presse ce lundi. C'est une première dans l'histoire de la mission des Nations Unies au Sahara occidental, la MINURSO. L'un de ses soldats a été prié de quitter la mission onusienne vendredi. En cause, une vidéo postée sur YouTube le 23 avril où l'on voit le soldat égyptien donner des conseils à des jeunes Sahraouis de Tindouf pour faire valoir leurs droits au Sahara. À ce jour, personne ne sait comment cette vidéo a atterri sur Internet, mais la nouvelle de cette expulsion risque fort de satisfaire les Marocains qui revendiquent la souveraineté sur le Sahara occidental qu'il occupe à 80% depuis 1975. Le sénateur Gaston Flost, réélu président de la Polynésie française malgré ses nombreuses démêlés judiciaires. Une élection alors que l'Assemblée générale des Nations unies a placé la Polynésie sur la liste des territoires à décoloniser, une décision qui suscite la réaction de Paris. Pour l'histoire et la géographie, sachez que la Polynésie française est une collectivité d'outre-mer, donc de la République française, située dans le sud de l'océan Pacifique. Et pour l'histoire, donc c'est dans les années 1840 que débuta l'implantation coloniale française dans ce territoire. C'est un territoire français, mais même si la sécurité publique ou les relations internationales restent du ressort de Paris, la Polynésie dispose actuellement d'une très large autonomie. Mais dans une résolution votée par son Assemblée générale, l'ONU, emmenée par plusieurs petits États du Pacifique, demande à la France d'aller plus loin. Cette résolution affirme le droit inaliénable de la population de la Polynésie française à l'autodétermination et à l'indépendance. Elle demande à Paris d'accélérer la mise en place d'un processus qui permettent d'y parvenir. Le Quai d'Orsay dénonce une ingérence flagrante et une absence complète de respect pour les choix démocratiques des Polynésiens. Car les élections territoriales se sont tenues il y a moins de 15 jours dans ces archipels et les partisans de l'indépendance ont été très largement battus. Ils affirment aujourd'hui que ce scrutin n'était pas un référendum. La résolution de l'ONU doit en principe entraîner la tenue d'un véritable référendum d'autodétermination. Mais dans les faits, plusieurs pays concernés n'ont jamais organisé ce scrutin. Ce vote est en tout cas une victoire pour les indépendantistes. Ironie du sort, leur chef de file Oscar Temaru a dû céder sa place de président de la Polynésie française à son rival de toujours Gaston Floss, un fervent partisan du statu quo. Le Parlement afghan n'est pas parvenu à faire adopter une loi visant à renforcer les droits des femmes. Il était notamment question de faire passer l'âge légal du mariage à 16 ans. Le texte a dû être retiré face aux hostilités des députés conservateurs. 2 heures d'un débat houleux et finalement la séance est ajournée. Chacun campe sur ses positions. Au cœur de la discorde, une loi pour renforcer les droits des femmes, mais dont les députés conservateurs ne veulent pas. Ils s'insurgent notamment contre plusieurs articles, relever l'âge légal du mariage à 16 ans, passer de 4 femmes à 2 pour les polygames et créer un foyer pour les femmes battues. Pour ces traditionnalistes, cette loi viole la charia. Les éléments contraires à la charia doivent être enlevés du texte pour qu'ils nous soient présentés à nouveau. Mais si les articles qui sont contraires à l'islam restent dans la loi, celui qui votera pour elle sortira de la communauté islamique, même si ce sont nos frères et sœurs. Les partisans de cette loi s'appuient sur un décret présidentiel validé par Hamid Karzai et qui vise l'élimination des violences faites aux femmes, mais c'est le Parlement qui a le dernier mot. Et dans l'hémicycle, les adversaires ne sont pas forcément ceux que l'on croit.
Malheureusement, il y a de nombreux conservateurs qui s'opposent à cette loi. Mais ce qui me déçoit, c'est qu'il y a aussi des femmes. Peut-être que l'année prochaine, lorsque le nouveau président sera élu, il fera de ce décret une priorité et nous aurons alors l'aval du Parlement. Pour l'instant, retour en commission pour les élus afin de rédiger une nouvelle version du texte. Depuis la chute des talibans il y a 12 ans, les femmes afghanes ont retrouvé leur droit d'être scolarisées et de travailler, mais la peur d'un retour en arrière subsiste, en particulier après 2014, quand les troupes de l'OTAN auront quitté le pays. La page culture de ce journal nous conduit au Maroc à l'occasion de la célébration ce 18 mai de la Journée internationale des musées. Une occasion pour nous de vous faire découvrir une riche collection familiale près des Salé, mêlant à la fois bijoux, costumes, manuscrits et céramiques. La commune de Sidi Bourknadla Salé abrite un véritable trésor culturel. Le musée ethnographique de Darb el Ghazi, né en 1996 de la passion d'une famille pour les arts traditionnels marocains. Une perle silencieuse mais qui en dit long sur la grandeur et l'authenticité de l'héritage légué par nos ancêtres. Le musée fait partie des plus grands d'Afrique. Il abrite plus de 7000 objets de collection. Une impressionnante collection représentative du patrimoine local de l'ensemble des régions du royaume. Parmi ces objets, celui qui m'a le plus impressionné est un œuf fossilisé de dinosaure, la plus ancienne pièce du musée. Bois sculpté, faïence, fer forgé, broderie, tapis et bijoux, des trésors inestimables qui témoignent de la richesse du patrimoine marocain. Voilà, avant de nous séparer, voici votre programme de la soirée sur Africable Télévision, 20h30, c'est-à-dire tout à l'heure, The Unite, 21h30, Afrique Info, première partie à 22h15, la fin de votre série Chouarg, à regarder absolument ce soir, donc à 22h15 et à 22h40. Top Dance Floor, 100% musique d'ici et d'ailleurs. Et n'oubliez pas, demain 19h, Sekou Tangara reçoit ses invités dans le cadre du débat du dimanche. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africa Télévision et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes